Ok. Bon matin tout le monde. Merci de vous connecter de votre patience. On a des petits problèmes techniques ce matin. Donc, on est en train de régler ça. Là, on va être à vous dans les prochaines secondes. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon, bonne nouvelle. Désolée pour les 8 minutes de retard. Là. Je suis bien désolée de la situation. Il y a des journées, on dirait que rien ne veut collaborer. C'était le cas ce matin de mon côté. Ben, non, vas-y. Cela dit, là, j'ai du contenu pour la matinée. Puis, si jamais il y a des questions additionnelles, là, sachez que je vais rester à votre disposition pour vous assister là-dedans. Là. Donc, désolée encore une fois pour ce délai. Je vais tout de suite commencer, si vous êtes à l'aise, là, pour qu'on puisse rattraper les quelques minutes, puis que je veux surtout pas étirer vos obligations ce matin. Donc, je vais lancer la présentation que je voulais vous partager ce matin. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, on voit bien. Excellent. Voyez-vous la prochaine diapositive ou seulement la diapositive en cours? Seulement celle en cours. Excellent. Donc, on est sur la bonne page, bonne nouvelle. Donc, l'objectif de ce matin, là, merci à Québec numérique, l'équipe de Virage, de nous accueillir, Simon et moi. L'objectif, c'est de vous familiariser un peu avec le contexte de la loi 25 qui est arrivée là, en vigueur en 2021. Donc, les premières obligations sont entrées en vigueur en 2022, en septembre dernier. C'est une loi qui a énormément de conséquences pour les entreprises. C'est certainement pour la raison pour laquelle vous êtes là ce matin. Pour vous mettre en contexte un peu, là, puis me présenter, je m'appelle Émilie Robichaud, je suis sur le conseil d'administration de Québec numérique à la présidence du comité de gouvernance du conseil d'administration. Donc, je travaille de près avec l'organisation. Par contre, dans mon day-to-day, là, mon travail officiel, je travaille chez LGS et IBM Canada à titre de délégué à la vie privée et en privacy lead pour IBM Canada. Jusqu'à tout récemment, là, si je regarde un peu dans le temps, avant janvier, j'étais beaucoup plus conseillère auprès d'entreprises privées comme les vôtres, là, probablement, pour voir un peu c'est quoi les obligations qui ont lieu avec la vie privée, la protection des renseignements personnels, la loi 25, évidemment, au Québec. Maintenant, je suis un peu plus avec les clientèles internes. C'est pourquoi je trouvais pertinent d'être accompagnée ce matin de Simon. Là, peut-être, Simon, si tu vas vouloir te présenter, qui est mon collègue et qui travaille justement plus avec les clientèles externes. Donc, s'il y avait des besoins additionnels là, en termes d'accompagnement, choses comme ça, d'habitude, c'est plus Simon qui intervient. Excuse-moi, Simon, je t'allais un petit peu trop enthousiaste. Fait que je te laisse la parole, Simon. Merci, Émilie. Je suis encore, comme Émilie a expliqué, je travaille maintenant avec le GSIBM sur PRP et la sécurité en général. Donc, on a travaillé ensemble. Émilie a proposé des plans et pour les clients, comment on va, pour le futur, comment on va appliquer la loi 25 dans les sociétés. Je te passe à toi, Émilie, et on peut commencer ensemble. Parfait, Simon, merci. Merci de la présentation. Donc, comme juste pour récapituler, là, dans le fond, Simon prend beaucoup d'initiatives de notre côté dans l'équipe pour accompagner différents clients. Donc, il va pouvoir très certainement être contributeur à répondre à vos questions si jamais il y en a. Puis, n'hésitez pas, on est là pour ça. L'objectif de ce matin, c'est, oui, de présenter la loi, mais le but, c'est de l'appliquer à votre contexte d'affaires à vous. Donc, si vous avez des questions qui s'appliquent plus directement à votre entreprise, n'hésitez pas. Puis, bien souvent, ça sert aussi à partager un peu la réponse auprès d'autres entités qui peuvent avoir les mêmes besoins finalement. Donc, si on se lance, bon, il y a un petit lag là. Je vais vous parler un petit peu de la mise en contexte de l'adoption de cette loi-là. La loi 25, elle a été adoptée avec l'objectif ultime là, d'offrir aux citoyens québécois un meilleur contrôle de leur renseignement personnel.
Donc, tout citoyen québécois qui a des services, qui utilise des plateformes numériques, qui achète en ligne, bon, qui navigue sur le web, l'objectif, c'est que leur renseignement personnel soit mieux protégé. Une fois qu'on dit ça, on veut que les clients ou les gens, vous-même comme individu, là, vous soyez mieux protégés, mais la pression est liée sur les entreprises pour changer les façons de faire. C'est peut-être là que c'est intéressant de savoir parce que oui, on veut la résultante que nos renseignements soient mieux protégés comme individus, mais on demande aux entreprises finalement de faire la mise en conformité. La pression est grande, c'est pas toujours clair qu'est-ce qu'il y a véritablement à faire ou non comme entreprise. C'est un peu pour ça là, aussi ce matin qu'on est là. N'hésitez pas à nous faire part un peu de vos incompréhensions par rapport à la loi ou à ce nouveau domaine-là là, pour vous au Québec. Sinon, la loi, qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle a été adoptée en 3 phases distinctes. Au Québec, notre loi a été revue au courant de depuis quelques années déjà, puis elle a été adoptée en 2021. La loi a été adoptée, mais plutôt que d'entrer en vigueur immédiatement avec toutes ses obligations, elle a été adoptée pour que les obligations entrent en vigueur sur 3 années consécutives. Donc, on a des obligations qui commencent en septembre 2022. On en a d'autres qui vont être en septembre 2023 et puis d'autres en septembre 2024. Je dirais que le gros nerf de la guerre, là, la grosse année dans la loi pour la plupart des entreprises, ou ce que j'entends du moins avec les accompagnements qu'on fait, c'est 2023 parce qu'il y a énormément de choses à changer dans une entreprise. Puis là, vous allez me dire, bon, tu sais, est-ce que moi, j'ai une quinzaine d'employés, j'ai une clientèle avec très peu de renseignements personnels. Est-ce que je suis assujettie à cette loi-là? La réponse, c'est oui. Je donne l'exemple de mon frère qui a une compagnie de construction. C'est certain qu'il est loin de la technologie là, typique qu'on peut entendre. Il n'est pas d'intelligence artificielle, tout ça, mais demeure qu'il est assujetti à cette mise en conformité-là et il y a des renseignements à protéger. Le plus crucial dans une entreprise de ce type-là, de services moins numériques, on va dire, mais qui demeure avec des services, avec une clientèle, ça va être les renseignements des employés actuels et des anciens employés. C'est souvent là que les renseignements, là, le focus principal pour une entreprise une entreprise du Québec doit s'attarder. Même si vous n'avez pas nécessairement de renseignements sur vos clients, dans la mesure où il y a tout de même il y a tout de même des employés à votre charge, vous devenez assujetti directement à la loi. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment d'échappatoire là, dans la loi. Vous êtes pas mal tous concernés. J'ai vu un cas d'exception jusqu'à date, puis c'était pour une entreprise qui relevait du Vatican. C'est à peu près la seule que j'ai vue au Québec. Puis encore là, il y avait quand même une mise en conformité à faire. Donc, comme je vous disais, ça a été sanctionné en septembre 2021. Elle entre en vigueur sur 3 ans. Pourquoi est-ce qu'elle entre en vigueur sur 3 ans? C'est pas anodin, c'est pas hasardeux. La raison pour laquelle ça a été décidé comme ça, c'est qu'il y a énormément de choses à faire pour une entreprise. C'est des coûts qui n'ont pas nécessairement... En fait, j'ai pas eu un client à date qui m'avait dit « j'ai budgété cette loi-là, je suis prêt, let's go, j'ai les fonds disponibles ». On est conscient là, que c'est quand même un effort financier pour toute entreprise. Je crois que c'est un peu dans cette optique-là de donner une certaine fenêtre, étant donné qu'il y a beaucoup d'argent à investir, beaucoup de temps à investir, des obligations importantes, bien, pour donner un délai puis pas étouffer trop les entreprises, même s'il y en a qui disent que c'est déjà assez étouffant. Contexte législatif, je ne m'éterniserai pas sur le sujet. L'idée, c'était de vous démêler parce que je me fais poser beaucoup de questions à savoir comment c'est quoi cette loi-là, loi 25, ça me dit, j'ai entendu parler, mais c'est flou. Avant l'adoption, on parlait du PL 64, donc le projet de loi 64. C'est devenu à l'adoption la loi 64 ou la loi 25. Les deux appellations se disent, là, c'est plus à l'usage commun qu'on l'appelle comme ça. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on la cite en long, c'est la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Ce qui veut dire que ce qui est particulier, c'est qu'elle ne vient pas moderniser une seule loi. Elle vient moderniser plusieurs lois au Québec. Ce qui fait en sorte que, je vous le disais, il y a énormément de tentacules, de conséquences de cette loi-là. Tout le monde est concerné. Eh bien, en venant changer autant de lois, puis en ayant une importance aussi grande au Québec, il n'y a pas vraiment d'échappatoire, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Je vous ai dit un peu l'objectif qui était pour les citoyens en modernisant le cadre législatif technologique d'une entreprise. L'autorité compétente, je trouve que c'est un élément important à savoir parce qu'il y a une double fonction de l'autorité.
au Québec, si la Commission d'accès à l'information, c'est elle qui devient, depuis septembre 2022, l'entité responsable de faire la surveillance des entreprises quant à leur mise en conformité et au respect de la loi. Donc, si vous voulez, vous pouvez comparer à l'agent de police qui vient s'assurer bon, que les entreprises vont dans la bonne direction, tout ça. Mais aussi, c'est elle qui peut venir donner des sanctions administratives dans le cas d'une entreprise qui ne ferait pas sa mise en conformité ou qui serait négligente vis-à-vis des différentes obligations de la loi. C'est un double rôle, je le disais, parce que oui, il y a ce rôle-là un peu plus policier, surveillance, etc. Mais il y a également le rôle pour lequel c'est la Commission d'accès à l'information à qui vous devez rapporter tout incident de confidentialité. Donc, dans la mesure où vous arrivez un matin, vos systèmes ne fonctionnent pas, tous les ordi sont shut down, il n'y a rien qui se passe, bien là, vous allez vous appeler peut-être votre fournisseur TI ou bon, vous allez voir à l'interne comment vous gérez ça. S'il y a une intrusion dans vos systèmes, s'il y a un incident de confidentialité pour lequel il y a un lien direct avec les renseignements personnels, il y a forte chance que vous allez devoir notifier la Commission d'accès à l'information et faire part de cet incident-là. L'objectif de la commission derrière ça, c'est de mieux savoir un peu dans la société sont où les risques. Est-ce qu'on peut aider à prévenir les conséquences de cet incident-là? Ils vont pouvoir vous assister, tout ça, et puis ils vont pouvoir venir valider, dans le fond, que vos processus d'affaires en lien avec cet incident-là sont bien gérés, puis une bonne gouvernance. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un double rôle. Puis il y en a qui me disent que ça fait drôle. On dirait qu'on faut dire aux policiers ce qu'on fait de mal, là, mais c'est pas le cas. C'est quand même des fonctions différentes puis très compatibles. Ça fait beaucoup de sens que ce soit la commission qui puisse intervenir dans cette fonction-là. Sinon, je porte votre attention. Je ne crois pas que ce sera très pertinent pour tous d'entre vous, mais je tiens quand même à porter l'attention sur le fait qu'il y a d'autres réglementations applicables. Vous avez peut-être entendu parler du RGPD en Europe. Le règlement général de la protection des données. En Europe, ça a été adopté dans toute l'Union européenne en 2018. Notre loi québécoise a été adoptée en 2021. Donc, on est un petit peu en retard par rapport à l'Europe. Mais au Canada, on a une avance. La loi fédérale, actuellement, qui est la PIPEDA, pour ceux qui savent les différentes lois intervenantes dans le secteur, la PIPEDA, elle est effective, elle est en vigueur, mais il y a une modernisation de la loi, un peu comme la nôtre au Québec, qui est en cours actuellement. Pourquoi j'explique tout ça? C'est que si votre activité d'entreprise est seulement au Québec, il y a de fortes chances que la conformité vis-à-vis de la commission, vis-à-vis la loi 25, ça soit suffisant, ça soit celle que vous devez appliquer. Cela dit, si vous avez des activités qui sortent du Québec, qui vont en Ontario, Nouveau-Brunswick, aux États-Unis, en Europe, bien là, il y a d'autres lois qui peuvent intervenir. Donc, soyez vigilants pour vous assurer, dans le fond, de bien couvrir les obligations requises par les différents éléments de ces lois-là. Donc, si vous avez des clients qui sont en Ontario, la loi fédérale s'en vient. Elle va être changée probablement dans la prochaine année. Donc, vous aurez à être vigilant vis-à-vis quel cas d'application serait pertinent pour vos opérations en interne. Je vois qu'il y a déjà des questions. Je crois que je vais continuer, puis je vais prendre des questions à la toute fin. Si ça vous va, s'il y a quoi que ce soit d'urgent, faites-nous signe, là, mais je vais essayer d'y aller assez rondement pour que vous ayez le plus de matériel là, à tout le monde en même temps. Ensuite, si on regarde les conséquences d'une violation des données, d'un incident de confidentialité. Je le disais tout à l'heure, je n'ai pas un client que j'ai accompagné dans les derniers temps qui m'a dit « Émilie, j'étais prêt, j'ai mon budget, je savais comment ça allait me coûter cette mise en conformité-là, allons-y. » Je le sais que ce n'est pas dans l'exercice financier généralement des entreprises, surtout quand on est une petite PME puis qu'on a déjà un chiffre d'affaires qui va bien, là, mais c'est comme un mal nécessaire de faire cette mise en conformité-là. Je comprends et j'entends cette situation-là. Par contre, si je vous expose à quoi vous êtes assujetti si vous ne faites pas votre mise en conformité, je vous dirais que le coût de mise en conformité, pour une petite entreprise, ce ne sera pas non plus des sommes de 100 000 à investir. Mais si vous ne faites pas la mise en conformité, bien, sachez que vous mettez à risque d'avoir des amendes administratives de 10 millions de 2 de chiffre d'affaires mondial de l'exercice financier précédent de votre entreprise. Les amendes pénales peuvent aller de 25 millions ou 4 de chiffre d'affaires mondial, encore une fois. Et en plus de ça, s'ajoutent tous les droits privés d'action d'individus pour qui il y aurait eu un accès non autorisé ou une divulgation de leur renseignement personnel. Je donne un exemple.
Par exemple, moi, je suis directrice d'une école, je travaille, puis finalement, nos systèmes sont piratés, les renseignements des étudiants sont divulgués et des anciens étudiants. On avait tout gardé, puis en plus de notre personnel à l'interne et de notre ancien personnel. On gardait nos dossiers RH là, des dizaines et des dizaines d'années. Bien, toutes les personnes pour qui il y a eu un accès non autorisé, une divulgation, un traitement de leur renseignement qui n'aurait pas dû avoir lieu, toutes ces personnes-là peuvent faire un recours contre l'entreprise. Je crois que c'est de montant de 1 000 $ par personne. Donc, vous pouvez voir l'importance de ne pas finalement tomber dans ces conséquences-là, puis de s'assurer finalement de venir vous protéger adéquatement, puis de venir répondre aux différentes obligations de la loi. Le but, ce n'est pas de vous faire peur, mais c'est pour vous montrer les conséquences potentielles, puis le fait qu'il y a des entreprises qui pourraient être facilement mises en faillite par une situation comme celle-là. Ça, c'est les sanctions uniquement de la loi, les sanctions financières de la loi. Cela dit, il y a également d'autres éléments qui peuvent entrer en compte. On parle à une perte de réputation. Je ne sais pas si ça vous passait, là, Sunwing cet automne, c'est un exemple bien banal qu'on a vu dans les médias. Puis, je n'étais pas impliquée dans le dossier, là, sachez-le, c'est vraiment juste mon œil, ce que j'ai pu voir par rapport aux médias. Sunwing, bon, il y a eu des délais, il y a eu des annulations de vol, les clients ont été longtemps à l'aéroport, ils ne savaient pas trop qu'est-ce qui se passait, tout ça. Pour que finalement, là, dans les médias, ce qui sort, c'est que probablement qu'un fournisseur de Sunwing aurait eu une cyberattaque, donc un accès, là, finalement, une interruption de leur système, tout ça. Mais le dommage réputationnel est tout de même allé à Sunwing. C'est Sunwing qui a pris la grosse perte, disons, de réputation dans les médias. C'est pour ça que je vous dirais que dans cet exercice-là, ça devient important de se questionner à savoir c'est qui nos partenaires d'affaires, avec qui on a des contrats, c'est comment si eux, finalement, ils gèrent mal leur renseignement personnel ou ils ne font pas cette mise en conformité-là, est-ce que, comme entreprise, ils nous mettent à risque? C'est des questions que vous pouvez vous poser qui sont tout à fait légitimes. Ensuite de ça, quand il y a un incident de confidentialité, bien généralement, on appelle nos avocats, comment on gère ça, etc. Fait que les frais d'avocat, s'il y a des poursuites judiciaires, frais d'avocat, frais de cours, donc les relations publiques, il y a évidemment une perte de marché parce que souvent, ça enlève un peu ça baisse la réputation de l'entreprise. Vous voyez un peu l'ampleur de tout ça. Ce n'est pas une dynamique positive. C'est pour ça que quand on peut se protéger d'avance, puis faire cette mise en conformité-là, oui, il y a des sous associés, puis il y a du temps à investir, mais au final, l'entreprise en sort quand même très gagnante parce qu'elle se prépare à un contexte comme ça qui est de plus en plus fréquent. Là. Les dirigeants sont de plus en plus préoccupés par la violation des données. C'est certain qu'on commence à en parler un peu plus. J'ai des clients que si je leur avais parlé de cette mise en conformité-là il y a un an, ils m'auraient dit oh, ça ne me concerne pas, je ne suis pas prêt, je ne suis pas là encore dans mon entreprise. C'est correct, il n'y a pas de pression, là, chacun fait ce qu'il souhaite avec son contexte d'affaires. Mais quand il arrive, exemple, une violation des données à notre concurrent ou à notre partenaire d'affaires, des fois, ça nous fait réaliser toute l'ampleur de ça, puis toute la vulnérabilité à laquelle ça nous expose. C'est pour ça que je vous ai mis un peu les chiffres là, de notre côté avec IBM Sécurité. À chaque année, il y a une analyse qui est faite pour savoir combien il coûte environ, à quoi ça ressemble finalement de la gestion d'un incident de confidentialité. Donc, on parle de 3,92 millions US pour le coût moyen d'une violation des données. Ensuite, le délai de l'apparition, dès que il y a, disons, les systèmes sont corrompus, dès qu'on aperçoit finalement cette problématique-là, on calcule un 279 jours en moyenne pour le rétablissement de l'entreprise. Donc, c'est certain que dans les opérations, c'est vraiment pas évident, là, ces situations-là. Et puis, le modèle le plus commun, ce qu'on voit actuellement, c'est le piratage, qui est généralement la façon dont les violations surviennent. Au Québec, qu'est-ce qui nous a fait bouger un peu plus vite? Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas tout le contexte là, entourant l'adoption de la loi. Cela dit, c'est certain qu'avec ce qui s'est passé, c'est Desjardins, ça a été excessivement médiatisé. Les clients ont été frustrés. Il y a eu une perte de confiance envers l'organisation. Et puis, je crois qu'il y avait une attente additionnelle d'être mieux protégé comme citoyen. Donc, ce qu'on veut, c'est s'assurer que si on fait affaire avec une entreprise ou une autre, elle va prendre soin de nos renseignements personnels et on est moins... je crois qu'il y aura de plus en plus de demandes de vos clients et de vos employés à savoir comment vous gérez mes renseignements personnels, qu'est-ce que vous en faites, comment c'est divulgué. On n'est pas encore là, c'est un nouveau sujet au Québec,
Mais quand on voit en Europe, il y a de plus en plus de demandes là, en ce sens-là. Donc, on s'en va vers une dynamique un peu plus sous pression de faire cette mise en conformité-là. La question que je me fais poser également souvent, c'est quoi un renseignement personnel finalement? Puis ça, j'aimerais porter votre attention parce qu'il y a une distinction entre renseignement personnel et renseignement confidentiel d'entreprise. Dans la mise en conformité, l'obligation vient de protéger les renseignements personnels. Un renseignement personnel, c'est un renseignement qui touche à un individu, qui traite d'un individu. J'ai donné des exemples des traditionnels, des PII, là, donc des renseignements personnels, c'est le nom complet, l'adresse de domicile, la date de naissance, le statut matrimonial, l'emploi, couleur des cheveux, etc. Ça, c'est dans le traditionnel, là, ce qu'on peut voir plus commun. Ensuite, il y a tout ce qui est un petit peu plus numérique. Parfois, on peut penser à l'adresse IP, l'adresse électronique, des posts de médias sociaux, des photos qu'on va mettre en ligne, des photos sur Instagram. Donc, ça, c'est encore une fois des renseignements qui peuvent être personnels. Et puis, par la suite, il y a les renseignements qui sont de catégories un petit peu plus sévères, donc sensibles. Ce que je dis souvent là, pour savoir si c'est sensible ou non, juste avoir une idée, c'est plus que ça vous ferait mal, que ça soit divulgué largement, plus que de chances que ça soit sensible. Donc, c'est certain que l'orientation sexuelle, c'est pas nécessairement affiché partout pour tout le monde, comme des croyances politiques, religieuses. Il y a des données comme ça, là, numéro de passeport, on ne divulgue pas ça de manière là, à tout moment, là, c'est quand même un petit peu plus secret. Donc, ce type de renseignement-là, il y a de fortes chances que ça tombe dans une catégorie de sensible. Je pense à vos employés, les numéros d'assurance sociale. Parfois, vous avez les salaires, vous avez énormément d'informations. Donc, ça pourrait basculer dans un contexte de renseignement sensible. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à faire quand c'est sensible? Je vous dirais que oui. Ce qui est important de savoir, c'est que quand c'est sensible, bien, on s'attend à ce que ça soit encore plus sécure. Il y a moins d'accès à ces renseignements-là. Donc, si vous avez une équipe RH de 50 personnes, à mon avis, il ne devrait pas y avoir 50 personnes qui consultent ces renseignements-là. Ça peut peut-être être limité à 4-5 personnes pour le traitement de la paie, par exemple, dans des opérations définies. Également, je vous parlais des renseignements confidentiels. Ça, ce n'est pas couvert par la loi 25. Des renseignements confidentiels, j'entends, exemple, le chiffre d'affaires de votre entreprise, un partenariat que vous voulez établir, là, vous êtes en discussion, c'est des renseignements privilégiés d'entreprise. Ces renseignements-là ne seront pas nécessairement assujettis à la loi. Cela dit, quand on revoit l'ensemble de notre infrastructure, on cartographie nos processus, nos renseignements, on essaie de les catégoriser, tout ça, il y a des clients qui me disent, ben écoute, Sylvie, là, j'aimerais ça mieux protéger aussi mes renseignements confidentiels puis m'assurer de ne pas avoir, si jamais il y a un accès non autorisé dans mon entreprise, ben, je voudrais également protéger ces renseignements-là. Évidemment, dans l'accompagnement de LGS-VM qu'on offre, là, c'est certain qu'on offre des solutions à ce type de besoins-là. Mais encore une fois, ce n'est pas un requis de la loi, c'est plutôt une priorité d'organisation qui peut survenir. Sommaire exécutif. Le défi que j'entends, que je vois, puis je crois que ça va être le vôtre également, c'est que, bon, j'entends parler de cette loi-là, il y a beaucoup de choses à faire, là, je sens que, j'ai quand même à me mettre là-dedans en 2023, mais concrètement, qu'est-ce que j'ai à faire? Je ne suis pas nécessairement une multinationale, là, fait comment je gère ça, moi, cette loi-là, puis qu'est-ce que je dois faire qui ne me met pas à risque, mais qui n'est pas too much non plus, là. C'est quoi la zone que je devrais viser comme entreprise? Là-dessus, je crois que c'est une très bonne difficulté pour les entreprises. Il n'y a pas nécessairement beaucoup, je trouve, d'informations pour les PME là, qui circulent, là, qui est très clair, là, à savoir qu'est-ce que je dois concrètement faire. Je vous invite à porter l'attention à l'élément suivant. Si vous faites une très, très, très belle politique, vous mettez là, la plus belle politique possible en ligne, puis vous dites vos couleurs par rapport à la protection des renseignements personnels, il y a de fortes chances que ce ne soit pas suffisant, que ce soit une fausse protection vis-à-vis de votre protection des renseignements personnels. Vous devez obligatoirement aller un petit peu plus dans vos opérations. Vous devez regarder qui a accès aux renseignements personnels. C'est quoi nos renseignements personnels? Qu'est-ce qu'on a, nous autres? Comment on le traite? Est-ce que si j'enregistre mes dossiers employés sur mon laptop là, un peu partout, c'est sécuritaire? Est-ce que si j'envoie une offre d'emploi par courriel, je me mets à risque parce qu'il y a quand même un échange de renseignements personnels dans un contexte comme ça? Est-ce que je peux chiffrer mes courriels? Il y a vraiment une revue finalement de vos processus d'affaires
qui implique, à mon avis, un côté un peu technologique. De s'assurer que si je communique juste par courriel avec un client ou encore avec un futur employé ou un employé, ben, est-ce qu'il y a une brèche de sécurité? Est-ce que je suis très exposée à avoir une brèche de sécurité? Donc, c'est pour ça que je dirais que l'approche juridique, elle est bonne, mais assurez-vous d'aller dans vos opérations et de bien comprendre à l'interne ce que vous avez à faire. Aussi, ce que j'aimerais vous porter votre attention, c'est que c'est important que votre entreprise devienne un peu autonome par rapport à ça. Puis ça, je vous invite à le faire parce que vous allez investir des sous dans cette mise en conformité-là. Et puis, c'est intéressant d'être capable à l'interne d'avoir un minimum de compréhension de la protection des renseignements personnels pour ne pas toujours devoir externaliser toute question. Sachez que vous pouvez le faire également. Il y en a qui me disent, moi, mon responsable, là, je l'externalise, ça va être mon comptable, exemple. Bien, parfait, c'est un modèle d'affaires qui peut très bien fonctionner selon le type d'entreprise. Là, ça dépend encore une fois du contexte, c'est très, très variable. Mais pour une très petite entreprise, il y en a qui vont y aller comme ça, ils vont payer un montant, puis il va y avoir un responsable à l'externe. Mais si vous êtes capable de l'internaliser un peu, puis de voir les risques survenir par exemple, vous changez de fournisseur RH. Bien, est-ce qu'il y a une incidence sur la protection des renseignements personnels? Est-ce qu'on devrait se poser des questions vis-à-vis de ça? Si vous êtes capable déjà de développer des réflexes, ça va vous coûter beaucoup moins cher à long terme que de toujours devoir aller poser une question à votre avocat ou à votre conseiller par rapport à ça, puis de toujours devoir avoir un input externe. C'est pourquoi je pense dans votre mise en conformité, n'hésitez pas à demander un peu de formation, de connaissances, puis de vous assurer que votre niveau d'autonomie soit un petit peu plus grand une fois la mise en conformité terminée. Obligation de la loi 25. Et ce que je vous présente, ce n'est pas fidèle à la loi 100%. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de l'adapter à une entreprise québécoise, PME, là, pas une trop grosse, à peu près savoir qu'est-ce que j'ai à faire. Puis, je ne prends pas toujours le temps de tout aller en long et en large avec ces obligations-là parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais je vais quand même porter votre attention pour certaines des obligations. Encore une fois, là, à la fin de la présentation, n'hésitez pas, posez-moi vos questions. Simon et moi, on est là pour ça, avec chacun notre expertise. Si vous êtes capable d'en retirer un petit peu plus, ça donne déjà un petit air d'aller, tant mieux. C'est ça l'objectif de ce matin. Donc, les actions à compléter pour septembre 2022, ce que je vous inviterai à faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de désigner votre responsable de la protection des renseignements personnels. Ça semble facile, c'est quand même une obligation un petit peu plus simple que d'autres, mais encore là, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux désigner? Est-ce que c'est quelqu'un qui a du temps à accorder à ça? Est-ce que je voudrais que cette personne-là ait une formation là-dedans? Est-ce que c'est nécessaire qu'elle ait une formation? C'est quoi qui serait intéressant qu'elle ait comme connaissance si elle devient la responsable ou le responsable? Je vois des gens qui donnent, mettons, leur bras droit comme responsable, mais le bras droit est déjà surchargé avec un emploi du temps là, déjà très, très, très rempli. Donc, d'ajouter des tâches additionnelles, c'est peut-être pas l'idéal dans ce contexte-là. Il faut quand même que ce soit bien pensé pour que ce poste-là, cette responsabilité-là, puisse vivre dans le temps. Donc, la désignation demande une réflexion de gouvernance. Puis même, là, si vous êtes un restaurateur, là, si c'est votre gérant que vous nommez, bien, il ne faut pas juste le nommer et dire « débrouille-toi avec ça ». Je pense que quand même, il faut que les attentes soient réalistes, il faut que le temps investir soit prévu. Il y a possibilité, comme je le disais, d'externaliser cette fonction-là si vous le souhaitez. Donc, il y a quand même toutes sortes de questions à se poser. Ensuite, il faut publier de manière ouverte, là, en fait, que le public soit capable d'accéder aux informations liées au responsable, à la désignation du responsable. La plupart des clients vont mettre à jour leur site Web avec une section confidentialité, vie privée, protection des renseignements personnels, appelez-le comme vous le souhaitez, et ils viennent mettre la coordonnée de leur responsable. À mon avis, là, ce que je vous suggérais, c'est peut-être d'y aller avec un courriel générique, plutôt que d'avoir vraiment là, le titre exact de la personne avec son nom. Comme ça, si la personne quitte dans 2 mois, 3 semaines, bien, vous n'êtes pas toujours sujet à devoir changer là, le site Web. Vous pourriez faire un courriel style confidentialité votre courriel d'entreprise. Ça vous éviterait de devoir là, toujours mettre à jour le site Web. Ça peut être également là, affiché ailleurs là, si vous le souhaitez, mais le site Web, généralement, c'est quand même ce qui est aimé et ce qui est apprécié. Ensuite, il y a la création de politiques de protection des renseignements personnels.
Si vous n'en avez pas une, ça serait intéressant de mettre une politique. En fait, vous devez mettre une politique sur la confidentialité. Donc, qui va venir un peu montrer vos couleurs d'entreprise, comment vous gérez les renseignements personnels, comment vous en prenez soin, etc. Donc, il y a une politique à prévoir à cet effet-là. Et puis, comme je vous disais tantôt, la politique n'est pas suffisante. Si vous avez la très belle politique, mais que vous dites on fait vraiment attention aux renseignements personnels, mais dans les faits, vous n'avez jamais revu vos systèmes, vous ne savez pas trop sur quoi vos renseignements, je trouve que c'est une fausse protection. Vous dites que vous faites attention, mais vous n'allez pas plus loin, donc faites attention à ça. Même chose dans le cas d'assurance. Il y en a qui me disent « Ah, je suis correct, moi j'ai une assurance. » Bien, dans le futur, les assurances vont continuer d'augmenter en prix et elles vont vous demander de faire cette mise en conformité-là pour limiter leur risque financier à elles. Également, je dis souvent l'exemple, si vous avez déjà une assurance et vous ne l'avez pas demandé, bien écoutez, tant mieux pour le moment, mais c'est pas parce que j'ai une assurance auto, exemple, puis que je ne fais pas mon changement de pneu que mon assureur va me payer. T'sais. À un moment donné, c'est une logique là-dedans aussi. Là, donc, sachez qu'une assurance, ça peut être une fausse protection si vous ne faites pas vos devoirs d'entreprise. Avoir un inventaire des renseignements personnels, je le disais, vous faites votre politique, bien, qu'est-ce qu'on a comme renseignements personnels, c'est dans quel système, c'est qui a accès, est-ce que c'est juste des renseignements RH, est-ce qu'on a de la clientèle, est-ce qu'on a des systèmes d'affaires, si vous utilisez de l'intelligence artificielle, bien, allez un petit peu plus loin, est-ce qu'on est éthique là-dedans, il y a toutes sortes d'applications là-dedans à se poser. Et puis, ce qui est important pour septembre 2022, c'est de prévoir un registre des incidents de confidentialité. La grosse difficulté dans le registre, ce n'est pas de le créer. Dans le fond, vous pouvez faire un Excel avec les différents champs obligatoires, là, puis vous documenter un incident, puis quand est-ce que c'est survenu, à qui, etc., comment ça a été géré, le délai de rémission. Vous avez différents champs là, à devoir compléter. Mais la difficulté, c'est de maintenir à jour ce registre-là. Donc, une fois que j'ai mon registre, mon frame de registre de fait, bien, ce qui est important, c'est que vous puissiez, avoir assez de connaissances pour savoir c'est quoi un incident. Même chose pour vos employés. Si je suis patronne de mon entreprise, si j'ai 500 employés, je ne peux pas savoir si, je ne sais pas moi, Gisèle a eu un problème de confidentialité. C'est important que vos employés comprennent c'est quoi un incident, puissent vous le rapporter pour que finalement vous documentiez ce registre-là. Ça, c'est important parce que la Commission d'accès à l'information va venir vous poser des questions par rapport à ça s'il y a un incident de confidentialité. Donc, on va vous demander, il est où votre registre? Qu'est-ce que vous avez fait? Puis si c'est une page blanche, on a un problème. Donc, pour vous donner un peu plus de contexte, un incident peut être aussi banal qu'un de vos employés va travailler dans un café, oublie son laptop au café, quitte, puis revient quelques heures plus tard, puis bon, reprend son ordi ou n'a plus son ordi. Bien là, est-ce qu'il y a eu un accès? Est-ce que quelqu'un aurait vu des renseignements? Est-ce qu'il y a un enjeu de confidentialité? Même chose, j'ai mon ordinateur de travail à la maison, je fais du télétravail, j'ai un souper avec des amis, quelqu'un se connecte, je vois toutes sortes de renseignements. C'est normalement perçu comme un instant de confidentialité. Un courriel avec des renseignements contenant des renseignements personnels qui est envoyé à un mauvais destinataire, aussi banal que ça, c'est un instant de confidentialité. Ce n'est pas tous les instants de confidentialité qui doivent être notifiés à la Commission d'accès à l'information, mais ils doivent du moins être remplis dans le registre. Dans la mesure que, finalement, j'oublie mon ordinateur, puis je me le fais voler et on voit qu'il y a eu un accès au renseignement personnel sur mon ordinateur par une personne qui ne devrait pas. Bien, dans ce contexte-là, ça se peut très bien que ça escalade jusqu'à une notification à la Commission d'accès à l'information. C'est pour ça que je vous dis la difficulté dans le registre, c'est de bien définir qui devrait finalement documenter, puis comment il faut aller chercher ces inputs-là de vos employés. Donc ça, c'était ce qui était à faire pour le 22 septembre dernier. Si vous êtes en retard, écoutez, vous n'êtes pas les seuls, là, sachez que on comprend quand même, mais vous êtes quand même en retard. Vous pourriez avoir des sanctions administratives à venir. Donc, assurez-vous de ne pas prendre trop de temps, là, au moins, pour remplir ces obligations-là à court terme. Pour ce qui est septembre 2023, bien, il y en a d'autres. Combien de temps on garde nos renseignements personnels? Qu'est-ce qu'on en fait? Bien, encore là, de créer une politique qui dit combien de temps on devrait garder ou détruire des renseignements personnels et de l'appliquer. C'est un requis de la loi. Donc, si vous avez des dossiers employés, de vos anciens employés depuis 25 ans qui sont dans vos systèmes, bien, il y a un beau ménage à faire. Là. Vous pourriez vous dire, je pense que la loi sur l'impôt, c'est 5 ans. Là,
ce qu'on doit garder au minimum. Et que si vous le gardez 5 ans parce que la loi l'impose, il n'y a pas de problème. Et si vous le gardez 15 ans parce que vous n'avez jamais fait le ménage, ben, c'est plein de personnes pour qui vous devriez indemniser s'il y a un incident de confidentialité. Donc, aussi bien faire le ménage le plus vite possible puis éliminer les dossiers dont on n'a plus besoin. Bon, il y a toutes sortes encore là, d'autres éléments. L'autre que je trouve intéressant de vous parler, c'est les EFVP, donc les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. À compter de 2023, dans la mesure que vous allez faire un changement d'affaires qui touche à des renseignements personnels, vous devez venir documenter ce changement-là pour voir s'il y a une incidence sur la vie privée. Ça fait beaucoup de matière ce matin. Là. Je sais que vous allez peut-être sortir un peu étourdi. C'est pour ça que je veux vous laisser une bonne période de questions. Mais ces évaluations-là, ce qu'ils viennent de faire, c'est exemple que moi, j'ai mon système RH qui est avec une compagnie XY, puis je change vers une autre compagnie AB. Bien, en faisant ce changement-là, est-ce que AB sécurise adéquatement les renseignements personnels? Est-ce qu'elle nous met à risque? Est-ce qu'on a une relation contractuelle qui prévoit un peu les attentes qu'on a vis-à-vis de la protection des renseignements personnels? C'est nos dossiers RH qu'on va envoyer là. On s'attend à ce qu'il y ait une bonne sécurité et une bonne gestion des renseignements personnels. Donc, ça va vous inciter comme entreprise, avant de signer avec la nouvelle entreprise, de venir documenter les différents risques sur la vie privée. Encore une fois, vous le documentez, vous l'enregistrez, vous faites un beau dossier, puis quand il arrive un incident de confidentialité, vous montrez votre diligence, vous montrez votre sérieux là-dedans, et ça vous donne énormément plus de crédibilité et ça limite les potentiels sanctions administratives que vous pourriez avoir. Le dossier RH, c'est un exemple avec un changement RH, mais c'est à tout niveau. Là. Si vous avez un partenaire d'affaires qui fait, je ne sais pas, là, la gestion de l'achat de billets en ligne pour un événement, est-ce que cette plateforme-là est sécurisée? Est-ce que nos contrats avec cette plateforme-là, avec cette entreprise-là de paiement sécurisé, il y a un enjeu de sécurité, de confidentialité? Donc, c'est des questions que vous devriez tranquillement commencer à avoir pour mieux vous protéger, si on veut. Cette diapositive-là est intéressante parce que la PRP, la protection des renseignements personnels, à mon avis, ne peut pas aller sans une bonne sécurité de vos systèmes. Il faut s'assurer que vous ayez une sécurité suffisante pour que votre protection des renseignements personnels soit adéquatement balisée, si on veut. Dans la mesure qu'on vient bien définir le cadre applicable pour lequel on peut faire nos opérations d'affaires, qu'on sait que si on est dans cette zone-là, il n'y a pas d'enjeu où on limite les enjeux par rapport à la protection des renseignements personnels, on a un cadre très sécuritaire autour, bien, vous allez innover puis être ultra efficace comme entreprise. Vous n'êtes pas toujours buté à des zones grises. Donc, c'est pour ça que quand on définit bien ce cadre-là en protection des renseignements personnels avec une bonne sécurité, vous allez très certainement tirer de très grands bénéfices pour innover sans tout le temps vous poser 50 000 questions puis vous dire est-ce qu'on a un enjeu. Regarde, on ne fera pas le projet, là, ça ne m'intéresse pas, j'ai peur d'avoir un enjeu, j'ai peur de mettre. Si cette zone-là est bien claire pour vous, c'est certain que c'est un facilitateur pour la suite des choses dans vos opérations. La démarche. Qu'est-ce que je vous propose ou la méthodologie qu'on fait d'un côté là, avec nos clients chez LGS, c'est certain qu'on commence par rencontrer l'entreprise. On regarde avec elle c'est quoi l'état actuel. Moi, j'aime bien dire on fait un genre d'audit de la situation actuelle pour lequel on regarde c'est quoi les systèmes, c'est quoi les lois applicables. Est-ce que vous avez des opérations hors Québec ou simplement au Québec? C'est quoi vous avez déjà fait? C'est quoi qui n'est pas fait? Il y en a qui ont une politique en ligne de confidentialité, mais ça date de 2008. Ben, c'est certain qu'il y a un petit travail à faire pour la revoir. Donc, pour une compagnie très petite entreprise, qu'est-ce qu'on priorise? C'est qui qu'on nomme comme responsable? Est-ce déjà quelqu'un nommé? Est-ce que ça fait du sens dans les opérations? Donc, on vient vraiment défricher un petit peu l'état actuel. Et puis, par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les obligations des lois qui sont applicables à votre secteur d'entreprise. Puis on dit quel est l'écart entre nos opérations actuelles et les requis de la loi, les attentes vis-à-vis de la loi. On vient documenter là, les différents écarts. OK, j'ai jamais fait, exemple, de politique de confidentialité. Bon, mais on a un écart là, il faudrait l'améliorer. Puis en plus, ça, c'est à venir prochainement, donc on va le prioriser.
en faisant cet exercice-là, puis en y allant vraiment étape par étape sur les différents requis de la loi versus ce que vous faites comme opération, on est capable d'arriver par la suite à une genre de feuille de route pour venir prioriser les différentes actions à poser dans l'entreprise. Donc, quand on arrive avec la feuille de route, ce qu'on propose, c'est de dire, OK, vous voyez, vous n'avez pas de politique de confidentialité. Ça, on va la faire, exemple, en étape 2. Ensuite, vous n'avez pas nommé votre responsable. Ça, c'était requis pour 2022. Donc, on va le mettre en priorité 1, on va dire. Fait que vous êtes capable de voir venir un petit peu les différentes étapes à ce qui est à faire pour qu'après ça, on mette le plan d'action en exécution puis on s'assure de limiter et d'enrayer les écarts qui sont présents. C'est un peu la méthodologie que je vous suggère. Puis je crois que ce soit avec peu importe l'accompagnement que vous allez avoir, n'hésitez pas à poser ce genre de questions-là, d'avoir vraiment une idée de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est prioritaire de faire, puis comment je t'accompagne là-dedans, puis à quel coût aussi. C'était ce que je voulais vous présenter. Écoutez, je ne veux pas plus en prendre de temps parce que je pourrais vous en parler très longuement. Je sais que c'est très dense là, comme matériel ce matin. J'aimerais plutôt vous entendre si vous avez des questions de toutes sortes. N'hésitez pas, comme je vous dis, si vous profitez de la plateforme que vous avez ce matin pour que je puisse vous assister là, dans vos questionnements, tout comme Simon également. Merci, Émilie. C'était, en tout cas, selon moi, super clair, les explications que tu as données. Ça donne des trucs concrets, là, en fait, à mettre en place pour les entreprises. On peut commencer là, avec les questions. Est-ce que tu veux que je te les lise, puis Oui, on y répond? Vas-y, comme ça, je vais te concentrer sur la réponse. Super. Fait que la première question de Frédéric, dans le cas de B2B, l'information, exemple le nom, numéro de téléphone d'un contact d'une entreprise client, sont-ils considérés comme des RP? Exemple, l'information gardée dans un CRM? Non, c'est une très, très bonne question. Les exceptions au renseignement personnel, si c'est des exemples, les coordonnées là, dans le B2B, là, si c'est le nom de l'entreprise avec l'adresse de l'entreprise, on est dans les données d'entreprise. On n'est pas dans les renseignements personnels. Première chose. Puis deuxième chose, c'est que si le contact de l'entreprise, c'est une personne, donc c'est Émilie Robichaud qui travaille chez IBM LGS avec mon numéro de téléphone d'affaires, les coordonnées d'affaires qui sont liées à l'individu sont une exception au renseignement personnel. Donc, ces renseignements-là, vous pouvez considérer que vous n'avez pas besoin de les annexer de la même manière là, que les autres renseignements personnels. C'est une très bonne question en passant. Effectivement. Parfait. Bien, question suivante. Est-ce que les OBNL et les entreprises d'économie sociale sont assujetties à la loi 25? J'aimerais bien vous dire que vous êtes les chanceux qui en profitent. Malheureusement, oui, vous êtes assujettis. Les organismes publics du gouvernement sont assujettis, les ministères, etc. Mais les OBNL, Québec numérique fait partie d'un OBNL pour lequel j'ai porté assistance au début de la mise en conformité. Oui, vous êtes assujettis et vous devez faire l'effort également. Parfait. Quels sont les subventionnaires ou programmes provinciaux ou fédéraux qui peuvent nous soutenir financièrement dans la mise en place de toutes ces mesures obligatoires? Il y a un programme que j'ai vu, j'essaie d'avoir l'œil le plus ouvert possible. C'est certain que notre clientèle, nous, du côté d'IBM LGS, c'est généralement des grosses entreprises. Là, on va parler de je sais pas, Bombardier, par exemple. Là, c'est des Air Canada, tout ça. Là, fait qu'on est moins dans la PME. Donc, je connais moins toutes les subventions accessibles pour vous. Vous pouvez aller voir, par exemple, une organisation que je sais qui en fait, mais je ne sais pas si c'est applicable pour vous, mais vous pouvez quand même aller poser la question. Ça s'appelle INSECM. Je vais l'écrire peut-être dans le chat là, pour que vous le voyez. C'est lui qui me vient, qui pourrait potentiellement être applicable, mais poser des questions à cet effet-là à d'autres personnes, je pense que vous allez être mieux desservis qu'avec moi pour vous aider là, en termes de subvention. Parfait. Ben, c'est ça, n'hésitez pas à poser vos questions. C'était les 3 questions qu'il y avait dans le chat actuellement. Il nous reste encore du temps là, pour répondre sans problème. Sinon, là, sachez que la réécoute de la formation là, va être disponible. On vous l'enverra par courriel au courant de la journée ou au plus tard demain. Mais sinon, là, c'est vraiment le moment de poser vos questions actuellement. Ça apparaît pas dans le chat. Oui, c'est ça. Tu as écrit INSECM à haute et panéliste. Je vais l'envoyer à tout le monde. Il n'y a pas de problème.
Il y a Vicky aussi qui mentionne qu'elle pense que pour les subventions, le Pécan offre un montant de 2400 $. C'est effectivement possible. Là, le Pécan, c'est le programme du gouvernement fédéral. Fait qu'effectivement, que ce sera validé là, pour les entreprises, à savoir si c'est admissible ce genre de dépenses pour la loi 25. Oui, C'est fort également, possible. peut-être aussi dans les différents accompagnements, n'hésitez pas à magasiner un peu là-dedans. Il y en a qui se vont se tourner vers leur système TI. Il y en a qui l'offrent, là, je pense. On a un partenariat, nous autres, avec Microage, là, notamment. Donc, c'est une firme TI qui est supportée, dans le fond, les opérations technologiques d'une entreprise PME au Québec. On fait l'accompagnement via eux là, pour la mise en conformité. Donc, des fois, la porte d'entrée, c'est plus un côté technologique, puis il y a des compagnies technologiques qui vont venir vous assister pour votre mise en conformité. Il y en a d'autres, ça va être un petit peu plus juridique. Encore une fois, assurez-vous que ce ne soit pas juste une politique, que ce ne soit pas juste du papier, là, tomber dans vos opérations, assurez-vous d'être bien accompagné. C'est vous qui allez en retirer profit, puis ça coûte à peu près la même chose partout. Là. Fait que, au final, ça vaut la peine de bien magasiner, je crois, là, pour que vous ayez le meilleur accompagnement. Même si c'est une PME, ça va vous aider à mieux comprendre. Bon point. On demande si le PowerPoint va être envoyé, la présentation par la suite. Je pourrais le mettre à votre disposition, oui. Je vais donc l'envoyer là, avec la réécoute de la formation là, un petit peu plus tard dans la journée. Donc, on a des nouvelles questions. Dans le plus spécifique, les données sur un cellulaire corporatif fourni par l'entreprise, mais utilisées aussi de façon personnelle, c'est mal, mais c'est quand même fréquent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Encore là, ça va dépendre de beaucoup d'éléments. Ça va être aussi dans la sécurité. Tu sais, je le disais, la protection des renseignements personnels va beaucoup avec la sécurité. Sinon, là-dessus, il y a peut-être encore plus, je dirais, de poids que moi dans ce contexte-là. Mais dans la mesure que le cellulaire est bien protégé, il y a un mot de passe, il y a une sécurité, etc. C'est un peu ça, je pense qu'il faut voir, là, c'est qu'est-ce qui est fait avec le traitement. Je ne sais pas c'est quoi les renseignements qui gravitent dans cette utilisation-là, mais c'est certain qu'il y a des attentes à ce que la gestion de l'accès au téléphone, à ces renseignements-là, soit bien protégée. Donc, on est peut-être plus dans un contexte technologique, encore une fois, puis applicatif, là. Mais oui, il faut les protéger. Il faut s'assurer que finalement, si j'ai toutes mes données de renseignements personnels de nos clients, de nos employés sur mon téléphone, que ça ne soit pas barre open, tout le monde peut s'y ouvrir puis regarder qu'est-ce qui se passe là-dedans. Sinon, on tombe dans un instant de confidentialité. C'est un peu étonnant. Effectivement. Une autre question pour un OBNL, un registre de membres qui ont accepté volontairement de créer un profil accessible uniquement par connexion avec un identifiant et un mot de passe. Est-ce une pratique qui devient obsolète avec l'application de la loi 25? C'est une bonne question. Je ne connais pas le contexte d'affaires. C'est difficile pour moi parce que je n'ai pas tout l'ensemble. Tu sais, c'est quoi les renseignements? C'est qui a accès à ça? Combien de personnes? Qu'est-ce qui est fait finalement dans cet accès-là? Là, tu sais, une fois que j'ai le mot de passe et que je me connais, c'est quoi les vues que je suis capable d'avoir? C'est certain que si j'ai l'ensemble de l'entreprise puis on est 40 à pouvoir se loguer avec le même compte, j'ai un malaise là, en partant. Là. Mais tu sais, dans la mesure où ce serait exemple, je ne sais pas moi, pour aller voir des données sur notre réussite d'affaires d'OBNL, c'est pas des renseignements personnels, donc c'est votre décision d'affaires, c'est un risque à prendre. Peut-être que c'est des éléments que vous aimeriez partager. Puis, prénom, nom, courriel, lien avec les réseaux sociaux. Puis, c'était OK, parfait, mais encore là, est-ce qu'on a beaucoup de personnes qui accèdent à ça? Si c'est 2 personnes, puis ça se justifie. Il y a un peu cette information-là qui est intéressante dans la loi, c'est qu'il faut que la justification pour laquelle, la finalité là, pour laquelle on voit des renseignements personnels, on les traite, il faut qu'elle soit légitime. Si moi, je suis, je ne sais pas, avocate, je n'ai pas nécessairement à voir les dossiers employés de mon entreprise. Donc, je ne devrais pas vraiment avoir l'accès, puis avoir le numéro d'assurance sociale, puis la paye de chacun des employés. Si, par contre, je suis directrice RH, ça fait beaucoup de sens, là, beaucoup plus de sens d'avoir ces accès-là. Donc, des fois, c'est de voir quelle fonction utilise quel renseignement, puis est-ce qu'il y a un lien entre les deux, puis si oui, ça va. Si le lien est très, très, très étiré, là, je commence à avoir un malaise. C'est ça. Dans le fond, ça dépend qu'est-ce que les gens font avec leur profil et non l'information qu'il y a dedans en tant que telle. C'est ça. Parfait. Une autre question. Un profil client comme taille de l'entreprise
entreprise, client depuis quand, fréquence d'appel, type d'achat et de notre entreprise. Est-ce un RP ou classé plus confidentiel? OK. Un profil client comme la taille de l'entreprise, le client depuis. Non, moi, je ne vois pas ça comme des renseignements personnels, je vois ça comme des renseignements plus liés à l'entreprise. Si vous avez, je ne sais pas, vous suivez votre client, le nombre de clics, qu'est-ce qu'il fait, vous le surveillez, tout ça, là, on tombe dans l'utilisation du client. Là. Fait que là, on tomberait dans une notion un peu plus de renseignement personnel. Si c'est un profil type avec le nom de l'entreprise, un responsable dans l'entreprise, puis la fréquence des achats, moi, je ne vois pas d'informations par rapport à l'individu. On ne parle pas ici de, je ne sais pas, il achète des bottes à tous les mois de novembre, puis sa femme a fait ça, on est capable de faire des profils, puis après ça, on leur show du marketing par rapport à ça. Là, on tomberait un peu plus dans un contexte de renseignement personnel. J'aimerais ça savoir, sinon, excuse-moi, s'il y a d'autres questions. Non, c'est ça, il n'y a pas d'autres questions là, pour l'instant. OK, bien, le temps, s'il y a d'autres questions qui apparaissent, là, Simon, est-ce que tu aurais des éléments en complément de ce que j'ai dit de la présentation que tu aurais aimé ajouter ou ajuster là, à ta façon? Tu peux répéter ça, Amélie? Oui, sans problème. Je me demandais si tu avais des compléments d'informations ou des éléments que tu aurais aimé nuancer ou dire autrement là, par rapport à ce que j'ai présenté. Oui, on peut. En fait, non, c'était excellent, c'était complet donc de cette part-là dans ce qui est en relation avec la PRP. Mais évidemment, on doit comprendre que la sécurité vient encore une partie de la PRP pour protéger ça, ce qui est assez intéressant d'avoir ça, une grande partie pour la protéger les informations. Tout à fait. Puis, d'un côté, c'est certain, là, nous, je le disais tout à l'heure, on tombe dans des infrastructures souvent très complexes avec beaucoup de clients très, très gros là, avec toutes sortes de choses. Donc, c'est certain qu'on a des experts en sécurité là, technologique, des architectes qui vont venir là-dedans. C'est peut-être pas votre cas à vous, là, pas nécessairement ce besoin-là, mais c'est très important de s'y attarder quand il y a ces besoins-là, évidemment. On demande si c'est possible d'avoir une politique de confidentialité. C'est certain que moi, j'en donne pas, puis je vous explique, c'est notre capital intellectuel. Il y en a sur le web, vous pouvez regarder, ça vaut ce que ça vaut, elles ne sont pas toutes bonnes. Ça peut dépanner si vous le souhaitez. C'est certain que si vous avez une toute petite entreprise, mettez pas 100 000 en mise en conformité, c'est évident. Vous pouvez regarder s'il y a des choses applicables, mais c'est certain que je vous dirais, prenez le temps d'en faire une bonne puis que vous l'ayez pour du long terme. Là, fait, de toute manière, vous avez des étapes à faire avec la mise en conformité. Aller voir qu'est-ce qui se fait, aller voir comment vous pouvez avoir ce genre de politique-là, puis aussi qu'elle soit applicable à votre contexte d'affaires. Une très générale, c'est pas toujours autant que c'est pas le premier conseil que je donnerais. Là. Je comprends qu'il y a des clients qui me disent j'ai un salon de coiffeur, je ne veux pas non plus dépenser une somme astronomique, mais demeurer quand même vigilant par rapport à ce que vous pouvez mettre là, parce que c'est votre nom d'entreprise. Puis quand il arrive un instant de confidentialité, puis il y en a de plus en plus des instants de confidentialité, tout domaine, tout secteur confondu, toute taille d'entreprise confondue. Quand vous allez vous faire auditer par rapport à ça là, par la Commission d'accès à l'information, ça va vous tenter de vous sentir fier de votre matériel. Pas insécure vis-à-vis de ça. Fait que, soyez juste vigilant dans ce que vous faites, mais encore là, je ne connais pas tout le contexte là, avec les limites financières ou acceptables pour votre entreprise. Effectivement. Puis, la même personne demandait un exemple de procédure. Ça, dans le fond, on a quand même la slide dans la présentation là, qui va être assez, qui est un peu détaillée, là, mais est-ce que tu as quelque chose de plus que ça ou c'est assez complet? Ben, c'est que chaque accompagnateur qui va vous suggérer les services en protection des renseignements personnels va le faire d'une manière différente. Fait que nous, c'est la méthodologie à laquelle on croit puis que j'ai éprouvé avec plusieurs clients puis que je trouve qui aide beaucoup, là, puis qui facilite puis qui accélère même la mise en conformité. Mais ce n'est pas nécessairement la seule qui existe. Là. Fait que vous pouvez prendre le temps. Peut-être aussi, soyez vigilants. Regardez, ça fait combien de temps que la protection des renseignements personnels, l'entreprise en fait, celle qui vous suggère des services.
Magasiner votre expert là-dedans, c'est un nouveau domaine pour tout le monde. Puis au Québec, c'est assez récent également. Donc, une expertise en protection des renseignements personnels, il n'en pleut pas partout non plus. Puis c'est pas parce que je suis un cabinet d'avocat que ça fait 50 ans que j'en fais. Puis je suis avocate de formation, mais c'est pas contre la pratique, pas du tout, loin de là. Mais c'est juste que vous allez payer ces services-là. Fait que je pense que ça vaut la peine de vous questionner à savoir, qu'est-ce que je veux comme accompagnement. Puis de voir après ça le montant que vous êtes capable de prendre, puis le sérieux que vous allez avoir également. Génial. Je vous laisse peut-être encore là, quelques secondes, minutes pour poser vos dernières questions dans le chat parce qu'on a écoulé la liste des questions. Mais je pense que ça fait quand même le tour. Là. En tout cas, on a répondu à pas mal de points. Les points majeurs, en tout cas, sur cette loi-là qui cause quand même un peu de casse-tête un peu à tout le monde. Donc, OK, il y a quelqu'un qui envoie un lien là, pour les OBNL. Espace OBNL, effectivement, que c'est une bonne référence là, pour aller voir les informations sur qu'est-ce que vous devez faire en tant qu'OBNL de ce côté-là. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup là, à vous deux de vous être prêtés à l'exercice ce matin. Merci à tout le monde aussi là, de votre participation et de votre patience ce matin, malgré les petits problèmes techniques du début. On s'excuse encore, mais ça arrive. Hein? Le début d'année, là, on n'est plus habitué, on dirait. N'hésitez pas aussi, peut-être en terminant, n'hésitez pas à aller voir le site web de la Commission d'accès à l'information. Il y a beaucoup de matériel partagé, il y a des renseignements, tout ça. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là, si vous avez des questions, juste pour regarder un petit peu qu'est-ce qui est peut-être gratuit, qu'est-ce qu'il y a déjà comme information qui pourrait être applicable pour vous. Ça peut déjà vous aider à limiter peut-être les coûts là, en ayant une meilleure idée de ce qui est requis vis-à-vis ce que demande la Commission d'accès à l'information. C'est ça, peut-être que vous n'êtes pas si loin de la conformité, en fait, que vous avez déjà des bonnes pratiques d'entreprise, fait que c'est important de valider avant de se lancer. Donc, merci beaucoup à vous deux, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci tout le monde, merci de votre participation. Merci tout le monde.